Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Alexandre. Salut, Comment vas-tu? bah ça va et toi? Eh ben écoute, c'est très bien. On est mardi, 11 h, le 11 juillet, on est à l'heure. Pas de stress sur la dernière ligne droite, pas de redémarrage intempestif d'ordi, pas de mise à jour qui décale le redémarrage de l'ordinateur. Donc tout va bien. Est-ce que les gens qui nous regardent, vous êtes déjà un petit peu arrivés? Il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints. Est-ce que vous pouvez nous passer un petit coucou dans les commentaires, que vous soyez sur YouTube ou sur LinkedIn, pour nous dire que tout marche bien, que vous nous voyez, vous nous entendez? Faites-nous aussi un petit coucou pour nous dire dans quel coin de France vous êtes. Moi, je suis à Lyon. Alexandre, toi, tu es dans quel coin? Moi je suis côté de Rennes, Bretagne. Ah, pas mal, dans l'ouest. Super. Merci Jérémy, merci Daniel, merci Jules. Bonjour tout le monde, Camille, Agathe, Harry, Marjorie. On est déjà pas mal connectés. Eh bien, écoute, c'est top. Il est pile 11 h. Je te propose qu'on commence. On va commencer peut-être par les présentations. Alors, on a de la Bretagne, du Montpellier, du Paris 13, du Lyon. Salut Cédric. Du Aix-en-Provence, du Lille. Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas en France qui nous regardent également? Rennes, c'est en France. Montpellier, c'est en France. Paris, Lille. Top, eh ben, on va faire un bon tour de France sur notre sujet du moment. Alexandre, je vais peut-être te laisser te présenter pour lancer les hostilités et puis partir dans notre thème de la landing page ce matin. Ouais, tout à fait. Du coup, Alexandre, je suis le fondateur de Wine Marketer. Je vais accompagner des B2B SaaS sur deux sujets aujourd'hui, sur le copywriting de landing page, donc c'est le sujet qu'on va voir ensemble, et sur le copywriting des emails de prospection pour aider leur équipe commerciale à mieux performer et du coup à booker plus de meetings avec leurs prospects. Donc voilà, présentation succincte pour démarrer, quoi. Eh ben super, écoute, merci Alexandre. Moi je suis Guillaume, je suis le fondateur de l'agence Invox. Je parle principalement de création de contenu, quelques autres sujets aussi régulièrement sur du LinkedIn, du SEO et quelques petites choses. Avant de continuer à nous dire, ceux qui l'ont pas encore dit, d'où est-ce que vous êtes et puis éventuellement aussi pourquoi vous êtes avec nous ce matin, pourquoi c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'il faut créer vos pages? Est-ce que c'est des pages qui existent mais qui ne performent pas suffisamment selon vous? Donc tout ça, on va pouvoir le travailler. Et puis pour continuer les présentations, voilà, vous pourrez nous retrouver sans problème sur nos sites ou sur LinkedIn. Je vous conseille de vous inscrire à la newsletter d'Alexandre sur Wine Marketer. Il y a plein de tips qui sont partagés, tout un stock aussi de vidéos de pages qui ont pu passer sous tes fourches codines, j'allais dire. C'est toujours super intéressant. Petit mot juste pour finir les présentations. Ça, c'est l'équipe qui est avec moi chez Invox. Donc, je comptais aussi bien les présenter parce que c'est pas un one-man show, loin de là. Et puis, on travaille sur pas mal de sujets chez Invox, création de contenu, développement des audiences, principalement SEO et LinkedIn. Et puis, toute la partie plutôt tournée sur les outils d'automation, que ce soit côté sales ou côté marketing, la data, le HubSpot. Et puis, pour Alexandre, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez vite voir wildmarketer.co. Et puis, comme ça, vous découvrez les activités d'Alexandre. Je vais peut-être dire un petit peu les pages sur lesquelles tu as pu bosser aussi. C'est toujours intéressant de savoir quel Ouais, est un peu ton si vous voulez portfolio. voir les pages, j'en ai quelques-unes. Il faut que j'update d'ailleurs pour aller voir la page service landing page et dessus vous allez avoir quelques cas clients et du coup il y a des exemples de pages. Donc vous pouvez regarder de ce côté-là. Et de toute façon j'en ai mis une, enfin pas une en entière, mais des petits extraits d'une page que j'avais faite. Donc on pourra le voir ensemble pendant le live. Et puis comme tu as dit, sinon il y a la newsletter où sur la newsletter du coup vous recevez une analyse de landing page toutes les 2 semaines. Donc c'est un format en vidéo qui dure une dizaine de minutes. Et l'objectif, c'est en gros d'analyser des landing pages intéressantes pour vous aider à améliorer les vôtres et du coup à rendre tout ça plus actionnable. Yes, moi c'est ma petite pause café plaisir quand je la reçois. Je l'ouvre, hop, je la mets en vitesse x25, comme ça là, je bois mon thé, pas la pause café, je bois pas de café. Moi, je te ferai une petite Écoute, dédicace merci dans la prochaine. ouais, merci pour ces présentations. Petit sondage, je l'ai dit, pour vous connaître, on commence déjà à savoir un peu d'où vous êtes.
N'hésitez pas à nous dire ce qui vous amène ce matin. On lira ça et puis on fera le petit check pour voir si on vous a apporté un peu de valeur. Avec Alexandre, en fait, ça fait un petit moment qu'on échange, je pense qu'on se lit aussi à distance. On avait envie de se retrouver sur un sujet commun, qui est le sujet de la landing page. Alors, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet qui est quand même super important parce qu'aujourd'hui, c'est finalement sur ces pages-là que va se faire pas mal de conversions. Donc, on avait envie de préparer ça. Ce qu'on vous a préparé ce matin, c'est quelque chose un petit peu théorique. Il y aura un petit travail. On va essayer de faire la checklist des éléments qui font qu'une LP est réussie. On verra qu'il y a différents formats de landing page aussi. Moi, je donnerai un petit focus plutôt sur des pages de conversion de contenu, donc des lead magnets ou des téléchargements gated, comme on peut appeler ça. Et puis toi, Alex, tu vas regarder un petit peu l'importance de d'autres types de pages. Tu peux peut-être nous en dire 2-3 mots Sur celle qu'on va voir aujourd'hui, quand? Ouais, un peu sur ton travail, pourquoi ce côté optimisation des LP, finalement, pourquoi aujourd'hui c'est devenu un métier à part entière, en vrai? Oui, parce que déjà, j'ai envie de te dire, un métier pas simple, hein, parce que les produits sont de plus en plus complexes, la concurrence surtout est de plus en plus forte sur les marchés. Et du coup, le fait d'avoir un bon message devient de plus en plus important, notamment parce que aujourd'hui, tu vois, on le voit dans les chiffres, hein, mais les prospects sont amenés à privilégier l'autonomie sur leur parcours d'achat et ils sont de moins en moins enclins à échanger avec les équipes commerciales pour pouvoir avancer sur leur parcours d'achat. Et du coup, c'est hyper important de maintenant, tu vois, en 2023, d'avoir un website qui reflète parfaitement ton positionnement pour que quand ton prospect débarque sur la page, il comprenne parfaitement ce que tu fais et il arrive à s'identifier. Et il arrive surtout à t'identifier comme étant la meilleure option pour lui pour régler son problème. Et en fait, comme tu n'as plus forcément l'opportunité de pouvoir échanger avec lui en physique ou tu vois par téléphone ou autre, c'est la landing page qui vient faire un petit peu le relais par rapport au travail du commercial. Sauf qu'une landing page, ça reste quelque chose de statique. Donc, tu peux difficilement te permettre de te tromper là-dessus et de faire n'importe quoi. C'est pour ça que plus on va avancer, plus ça va devenir des sujets importants, surtout avec l'émergence des boîtes qu'on appelle Product-led Growth, c'est qui privilégient le self-service, etc. Du coup, ces boîtes-là, c'est d'autant plus important pour eux de travailler ces sujets-là. Top, le décor est planté. Maintenant, la vraie question, je pense, à laquelle tout le monde a envie qu'on réponde, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais en tout cas, on va donner des éléments, c'est comment est-ce qu'on met toutes les chances de son côté pour réussir ces LP, sachant que c'est un travail qui est continu, hein, c'est de l'optimisation continue, mais qu'on peut trouver une sorte de framework, une sorte un peu de checklist, et c'est la première partie qu'on va essayer de travailler donc dans ce côté théorique qu'on vous a un petit peu concocté ce matin, qui ne va pas durer toute la session, évidemment. Après, on va plonger très très vite dans des exemples, soit en zoomant sur chacun des critères de notre checklist, sur des éléments qui nous semblent importants à travailler. Donc, on vous donnera des bons et des moins bons exemples de chaque. Et puis après, on ira voir des LP qu'on aime bien, chacun de notre côté. Avec Alexandre, on vous fera le petit commentaire. Et puis, il y a un certain nombre d'entre vous aussi qui avaient répondu à notre appel, peut-être un petit peu violent, sous le thème de boucherie-charcuterie. L'idée, c'était un peu de démonter des landing pages réelles et existantes. Toujours, personne n'a été blessé dans la séquence, hein, vous verrez. On va dire ce qu'on pense, tout en bienveillance, évidemment, mais toujours dans l'optique d'améliorer les choses. Donc, il y aura aussi un côté très pratico-pratique sur des LP existantes. Et puis, à la fin, on prendra toutes vos questions et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans les commentaires. Ça nous servira pas mal. On verra si on les traite en live ou à la fin ensuite. Alors, Alexandre, en préparant, on a vu, nous, de notre côté, qu'il y avait 6 critères qu'on avait envie de travailler. Donc ça, c'est un peu finalement un peu ta boîte à outils quotidienne quand tu commences à bosser avec un de tes clients. Donc, je vais te laisser peut-être passer un peu les différents sujets de pourquoi ces sujets-là sont importants. Alors, avant qu'on démarre, donc ces 6 critères non exhaustifs, c'est vrai que du coup, on peut toujours en avoir plus, etc. Mais là, du coup, pour le format, c'est les 6 critères qu'on a sélectionnés qui sont du coup les 6 critères les plus importants. Donc du coup, le premier critère, et on va le voir après, ça va être, comme je vous le disais, l'identification de la cible. Où en fait, on doit très vite comprendre quand on arrive sur la page, est-ce que je suis concerné en tant que cible ou pas. Et donc du coup, si j'arrive pas à comprendre à qui est destiné ce produit-là, si j'ai besoin de chercher, farfouiller sur la page ou sur le site web, c'est pas un bon point là-dessus, parce que du coup, ça va m'amener à faire trop d'efforts pour déjà comprendre si oui ou non ce produit-là ou ce service peut être intéressant pour moi. Effectivement. Est-ce que ça me parle? Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, ça me parle, tout va bien, je suis au bon endroit, mais
Mais du coup, est-ce que le problème ou le bénéfice, ça connecte avec une situation que j'ai aujourd'hui, quoi. Et donc là, pareil, je peux être la cible de la page, mais si ce qu'on me raconte ou si le bénéfice qui est mis en avant n'est pas un truc qui m'intéresse, ou bien si le problème qui est mis en avant ne connecte pas avec ma situation, là, ça va pas m'intéresser, quoi. Et donc, on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir là-dessus, mais en fonction de la maturité des prospects, parfois c'est plus pertinent de mentionner son problème plutôt que de mentionner un bénéfice, alors que très souvent aujourd'hui, on voit sur les landing pages plutôt des choses tournées autour des bénéfices, etc. Mais en fonction de la maturité du marché, parfois il y a des prospects qui ne sont pas forcément très matures sur les solutions pour pouvoir régler leurs problèmes. Et donc dans ce cas-là, c'est plus pertinent de leur dire ok, bah, tu es atteint par tel problème, bah, j'ai potentiellement une solution, quoi, plutôt que de mettre en avant immédiatement la solution et qu'en fait ils n'arrivent pas à faire la connexion avec le problème et la solution qui est proposée. Très bon point. Troisième point, on discute ici de toute la partie proposition de valeur. En gros, voilà, comment est-ce que ça se passe une fois que j'ai pris conscience de mon problème ou de mon besoin de solution? Qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi? Ouais, c'est en gros, à partir du moment où tu as compris dans les grandes lignes, ok, je vois le problème, le bénéfice, et j'arrive à identifier qui est la cible et du coup, est-ce que je suis concerné? Là, tu vas arriver sur, ok, mais du coup, concrètement, dans les grandes lignes, comment vous actionnez tout ça, c'est-à-dire comment vous venez régler tel problème, ou bien comment vous m'apportez tel bénéfice. Donc, c'est là où, en fait, on va essayer d'amener la proposition de valeur pour que le prospect comprenne quel est notre produit, à quoi ça sert, et du coup, comment on va l'aider à régler le problème qu'on a mentionné sur la page. Ensuite, on va parler d'un sujet. Alors ça, tu vas nous expliquer un petit peu ce côté spécificité. Après, il y a des exemples, mais c'est pas toujours évident à cerner ce point-là. Surtout quand on a le nez dans son produit, finalement, on a peut-être un peu du mal à s'en détacher. Moi, j'ai beaucoup aimé ce point-là dans ton framework. Spécificité, en gros, on le verra de toute façon avec les exemples, comme tu as dit. Plus tu es spécifique, plus tu vas paraître crédible. Et donc, en fait, souvent, on va mettre un peu des superlatifs, des choses comme ça, etc. Mais qui n'aident pas trop à se projeter dans le produit parce que si je te dis, par exemple, que tu vas accroître tes ventes, hein, ou augmenter tes ventes plutôt, toi, ça va pas forcément t'évoquer grand-chose parce que, ok, augmenter mes ventes de combien? Est-ce que c'est de 2%, 10%, 30%, x2, x4? Toi, ça laisse trop de place à l'interprétation. Et en fait, la spécificité va vraiment te permettre d'être très précis par rapport à ce que tu mets en avant pour aider le prospect à se projeter par rapport à ce que tu lui dis, quoi. Et plus tu es spécifique, plus ça donne le sentiment que ce que tu racontes est crédible, alors que potentiellement tu peux raconter n'importe quoi, hein. Mais tu vois, ça donne plus de force au message, et donc on remet moins en question des trucs qui sont très précis, quoi. Ouais, c'est le fameux, la fameuse statistique, si tu mets une virgule, elle a plus tendance à être crédible que s'il n'y a pas de virgule ou si c'est un nombre rond. Il y a un côté, voilà, montrer des choses précises qui est assez forte. Notre item d'après, ça, il y en a pas mal qui tombent un peu dans cet écueil-là. C'est ce côté clarté versus jargon, de ne pas se parler qu'à soi-même ou qu'au sachant qui maîtrise les codes de quelque chose. Ça, c'est pas évident, encore une fois, quand on a le nez un peu dans son produit et un peu dans sa langue de son secteur. Ouais, ça c'est souvent, on va le voir de toute façon sur certains sites, hein, où tu vas privilégier un peu le côté fancy, tu vois, la fantaisie, quoi, à la clarté. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs qui n'existent pas. C'est-à-dire, tu vas inventer des termes et machin, tu vas faire des mix, ou tu arrives dessus, tu dis, ok, ils m'ont encore inventé un truc farfelu, et en fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font, à quoi ça sert exactement leur produit, quoi. Et donc, il vaut mieux essayer d'avoir un message tangible où on comprend ce qui est fait plutôt que de privilégier du jargon, de mettre des superlatifs dans tous les sens et du coup qu'on perde l'audience à cause de ça. Top. Et puis notre sixième et dernier point, c'est évidemment celui qui joue sur le côté crédibilité. On a quelques éléments déjà qui ont dû poser un petit peu des choses autour de la légitimité, mais là on est vraiment dans quelque chose qui est construit, qui est volontaire pour dire je suis pas voilà, le dernier venu, j'ai des choses crédibles. Donc c'est ce que toi tu mets sous le terme de réassurance. Ouais, c'est ça. Plus tu vas faire des affirmations, il faut partir de l'idée que les prospects aujourd'hui, ils sont habitués à voir des discours marketing dans tous les sens, etc. Et du coup, le niveau de confiance va être plus bas par rapport à ce qu'on aurait pu avoir il y a quelques années, quoi. Et donc, dès que tu vas affirmer quelque chose, toi, dès que tu vas mettre en avant quelque chose d'assez fort, il va falloir que tu arrives à crédibiliser ce que tu racontes avec des preuves tangibles. Ça peut être des preuves d'études, toi, ça peut être des cas clients, mais il te faut des éléments qui viennent casser un petit peu le scepticisme du prospect, pour lui montrer, ok, là je t'ai dit un truc assez fort, tu vois, avec un bénéfice fort, avec des chiffres précis. Maintenant derrière, je vais pouvoir te prouver que ce que je te raconte, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, ça va crédibiliser tout le discours que je te mets en avant, et ça va casser les doutes que tu pourrais avoir au départ.
Génial. Eh ben, écoute, on a posé notre framework. Amélie, bien sûr qu'on va avoir des exemples analysés. C'est tout le but. Là, on a fait que la partie intro. On s'est présenté, puis surtout, on a présenté un peu les éléments qui nous paraissaient importants. Donc déjà, là, vous pouvez, évidemment, vous aurez le replay et je partagerai les slides également. Je pense que cette slide-là, elle est super importante à avoir sur un coin de votre bureau ou en tout cas dans un coin de votre ordinateur pour à chaque fois que vous avez une ELP ou vous voulez challenger une page de votre site, de pouvoir ressortir ça et dire, OK, est-ce que sur ces critères-là, on est bien ou on n'est pas bien? Avant d'aller faire des exemples de landing page complètes, qui est un peu le cœur de notre live de ce matin, on va zoomer sur quelques exemples qui viennent éclairer ces différents points. Donc là, c'est un peu des choses que tu as sorties. Alors, principalement, je crois, du header de landing page, parce que c'est un peu là où ça joue, hein, ce qui est au-dessus finalement au-dessus de la ligne de flottaison, le premier écran qu'on va voir quand on arrive sur une page, qui doit bien faire le job. On va voir quelques éléments ici où on est sur du 12 et du don't. Voilà, tu avais un peu insisté pour proposer ça à ceux qui nous regardent. Sur ce côté, bah, il y a des bonnes et des moins bonnes pratiques. On va essayer d'être assez précis là-dessus. Donc, je te laisse commenter un peu les exemples que tu nous as sélectionnés dans ta petite boîte à outils. Ouais, donc là, bah, du coup, vous avez un premier exemple avec l'exemple de Main Street, où bah, là, ici, c'est pour mettre en avant le côté cible. C'est-à-dire que vous voyez que dans la sub-headline, ils vont pas juste mettre OK, Main Street, ça vous permet de faire ça. Ils vont mettre Main Street, ça aide les software, les hardware et les startups qui sont backés par des VC à réclamer leur crédit d'impôt que la plupart des comptables ne réclament jamais. Et du coup, là, vous voyez qu'on a le côté cible qui est vraiment mentionné. Donc, si moi, je suis une boîte qui est dans la cible, je sais que je suis au bon endroit et que je peux aller plus loin, quoi. Et après, vous avez le contraire, quoi, l'exemple inverse, où là, vous voyez qu'en fait, on est tellement vague par rapport à qui est la cible, parce que communicate like a pro, ok, bah, du coup, pro de quoi et pareil sur la sub-headline, on a très peu d'éléments pour comprendre, ok, bah, en fait, c'est pour qui ce truc-là? Est-ce que c'est pour des gens comme moi qui sont dans tel type de métier? Là, vous voyez que bah, on a l'exemple inverse où en fait, on est à l'extrême opposé. Ouais, tout le monde peut un peu tomber dans cette. Tout le monde peut tomber là-dedans, donc personne n'a vraiment envie de tomber là-dedans. Ensuite, on avait parlé du sujet problème versus bénéfice. Pour ceux qui s'abonneraient aussi à tes envois, tes newsletters, tes vidéos, c'est un sujet que tu retrouves souvent sur ce côté quel est le niveau de maturité de la personne qui va arriver sur ma page. Donc, il y a toujours ce côté un peu à quel moment est-ce que finalement je vais capter les personnes. C'est super important, mais du coup, il y a aussi des bonnes et des moins bonnes façons de montrer ce côté problème ou bénéfice. Ouais, bah là vous avez du coup un exemple où vous mettez plus en avant le côté bénéfice, donc on va être aussi assez précis sur le fonctionnement de l'outil. Et donc là le site en question c'est Surf, Surf avec un E à la fin. Donc ça c'est le premier exemple. Qui est plutôt le bon exemple. Ouais, qui est plutôt bon exemple du coup. Et puis le deuxième, là, vous voyez que en fait, on arrive sur le truc et en fait, j'arrive pas à comprendre à quoi sert ce truc-là. Parce que là, justement, on privilégie un peu le côté fantaisiste et donc on se retrouve avec un truc, bah, écrivez ici, écrivez maintenant. Ok, mais je peux écrire partout. Donc en fait, je m'en fous d'écrire maintenant ici sur ce truc-là. En quoi c'est intéressant pour moi et qu'est-ce que ça va m'apporter en plus qu'une feuille de papier, quoi. Là, vous voyez qu'en fait, le problème, on n'arrive pas à l'identifier, donc on n'arrive pas à comprendre dans quelle situation ça va être utile d'utiliser un produit comme celui-ci, quoi. Et même chose sur le bénéfice, c'est-à-dire j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça va m'apporter d'utiliser un outil comme celui-ci pour pouvoir collaborer apparemment avec mes équipes. Top. Comment ça fonctionne? Alors là, on était sur je propose un produit, je propose un logiciel, voilà. Il faut que j'arrive à comprendre de quoi on parle. Tout simplement déjà de comprendre le comment ça marche derrière. Ouais, bah là vous avez un exemple avec Captain Data, où vous voyez que dans la sub-headline, on vient expliquer de manière assez claire, ok, Captain Data, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, et donc là on essaie de mettre en avant des chiffres pour clarifier au maximum ce que fait le produit. Donc ça, normalement, quand on arrive sur la page, on arrive à comprendre de quoi il est question, et après je vous mets le même mauvais exemple en dessous, là vous voyez qu'en fait, il y a rien, c'est-à-dire qu'il y a, même s'il n'y a pas de bénéfice ou problème, on ne sait même pas ce que fait concrètement cet outil, c'est-à-dire, ok, j'ai juste une ligne qui me dit collaborative documentation for team, ok super, mais qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi les features, comment vous m'aidez à faire ce truc là, enfin, là j'ai très peu d'infos, et donc si demain je devais parler de cet outil à quelqu'un, je serais incapable de lui dire bah ok cet outil là
bah, ça te permet d'écrire ici et maintenant. Voilà, donc ça c'est souvent le petit test. Normalement, quand une personne arrive sur votre page et qu'elle ne lit que le début de page, il faut qu'elle arrive à retranscrire un minimum ce que vous faites. Si elle arrive et qu'elle n'a pas compris ce que vous faites, c'est un très mauvais point, parce que du coup, ça sous-entend que le message n'est pas suffisamment clair pour comprendre à qui vous adressez, comment ça marche et quel est le problème ou le bénéfice qui va être mis en avant sur la page. Les basiques, la cible, quel est le problème ou le bénéfice adressé, comment est-ce qu'on va y répondre, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc là, on a vraiment un peu le triptyque majeur à minima, ce qu'il ne faut pas louper, sinon c'est vraiment le message qui ne va pas passer, au-delà même d'aller optimiser de la conversion ou faire en sorte d'améliorer des landing pages. Là, on est vraiment sur un premier niveau de compréhension. Et puis là, on va commencer à introduire des éléments qui vont pouvoir augmenter la capacité de la page à convertir. Il y a ce sujet précision que tu nous as déjà un petit peu expliqué. Je pense que là, effectivement, les exemples que tu as choisis nous permettent de bien mettre le doigt sur ce que ça veut dire d'être précis. Ouais, parce que là, par exemple, plutôt que de simplement dire que vous allez économiser sur votre stack de SaaS, là, on vient mettre en avant un chiffre précis et on vient même en ajouter d'autres en dessous pour crédibiliser encore plus la promesse qui est mise en avant, quoi. Et là, en fait, vous voyez que sur tout le début de page, on a un truc assez clair sur OK, quel est le bénéfice de ce truc-là, qu'est-ce qu'il propose de manière assez concrète. Et en fait, là, si je ne lis que ça, techniquement, j'ai déjà compris leur offre, je comprends si je suis concerné ou non, quoi. Et du coup, j'ai quelque chose d'un peu sexy parce que on me met des chiffres, des trucs un peu précis, donc c'est plus facile pour moi de me projeter par rapport au produit, parce que je peux commencer à me dire OK, économiser 30% sur ma stack de SaaS, OK, ça représenterait tant par rapport à ce que je dépense tous les ans, machin, etc. Vas-y, c'est intéressant. En plus, de toute façon, c'est satisfait, remboursé, donc c'est vrai que c'est un no-brainer d'aller sur un produit comme celui-ci. Et évidemment, le contre-exemple, Voilà. là, Où là, bah, vous pas voyez, grand-chose, c'est flou. on a un truc un peu limite inspirationnel, où en fait on se dit OK, vas-y, on est tellement les dieux du game qu'on va faire un truc juste OK, comprenez votre startup, quoi. Et du coup, bah, derrière, on se retrouve avec un truc qui est hyper vague, où je ne comprends pas vraiment à qui ça s'adresse et comment ce truc-là fonctionne. Et en fait, là, vous voyez que ça projette pas du tout, que ça suscite aucune émotion, parce qu'en fait, il y a pas assez de détails pour que je puisse, moi, imaginer mon expérience et pour que je puisse me dire, OK, je vais avoir tel rapport derrière, je pourrai utiliser telle donnée, il va se passer tel truc. Et en fait, plus on va être spécifique, plus ça va aider le prospect à s'imaginer un petit film dans sa tête où il peut être en train d'utiliser votre produit et il peut du coup essayer de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler au niveau de l'expérience. Et donc, du coup, le fait de ne pas pouvoir imaginer les choses, ça bloque tout le désir qu'on pourrait avoir pour un produit, quoi. Donc, d'où l'importance de bien mettre en avant des éléments spécifiques pour l'aider à se projeter. Top. Le côté jargon ou clarté. Alors ça parle assez bien quand on regarde la page des autres. Souvent, c'est plus compliqué quand on se regarde le nombril. Parce qu'évidemment, on baigne dans les mots qu'on utilise, et puis souvent, quand c'est soi-même qui avons écrit les pages. Donc ça, il y a toujours un petit test intéressant d'ailleurs là-dedans, qui est de faire lire le truc à quelqu'un qui n'est pas du tout dans son secteur d'activité. Ses parents aussi, par exemple. C'est toujours un bon test, le test des parents, voire des grands-parents, voire des enfants aussi, pour tester ça. Alors là, tu as trouvé quelque chose qui parle, et puis quelque chose qui parle un peu moins après. Ouais, bah vous avez du coup, premier exemple, là, vous voyez que c'est assez factuel, c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'en faire trop, on va pas essayer de jouer sur le branding ou sur des jeux de mots, enfin, ou sur des trucs farfelus pour se donner un style. Là, on arrive sur la page, je veux comprendre immédiatement, OK, qu'est-ce que vous faites et du coup, quel est le bénéfice pour moi, quoi. Donc là, on a un truc où on a juste, OK, voilà ce qu'on fait de manière concrète, et j'essaye pas d'en rajouter, j'essaye pas d'en mettre trop au risque de perdre le prospect et du coup qu'ils comprennent plus ce qu'on fait. Yes. Et le deuxième point, où là, ça va être Ça gratte un peu, ouais, l'exemple inverse, où là, en Moi, fait, je ils ont comprends. voulu se faire un petit délire avec, parce que email-led, normalement, ça n'existe pas. Donc, ils rajoutent un truc de attends, on va connecter des concepts ensemble et ça va faire une dinguerie et tout, quoi. Et en fait, derrière, on comprend toujours pas ce qu'ils font de manière assez concrète, ou en tout cas, on a l'impression que c'est juste, OK, en fait, vous faites de l'email marketing, quoi. C'est tout, vous êtes un truc newsletter. Et on va essayer de rajouter pas mal de trucs dessus pour embellir tout ça, essayer de donner l'impression que c'est un truc incroyable, alors qu'en réalité, c'est pas forcément hyper poussé. Donc ça, c'est le genre d'extrême sur lequel on veut aller. Dès qu'on veut un petit peu se donner un genre ou se donner un peu ce côté startup, là, on va se dire, attends, on va inventer des trucs, on va faire des connexions de termes et tout. Ça va être le feu. Les gens vont rien comprendre, ils vont se dire que c'est une dinguerie, quoi. Et bah, en fait, c'est plus le contraire. C'est à partir du moment où on comprend rien. Moi, j'ai pas le temps de réfléchir parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Et si je devais à chaque fois
faire des efforts sur toutes les pages que je visite pour comprendre ce que vous faites, je passerai ma journée à essayer de décrypter des landing pages. Et donc ça, normalement, dans la réalité, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que le temps d'attention est tellement limité aujourd'hui que si direct, c'est pas limpide, ok, bah finito, je mets à la trappe et je réfléchirai plus tard parce que j'ai pas envie de dépenser du temps de cerveau là-dessus. Complètement. Et puis notre dernier point, qui était sur la crédibilité, et ça on verra que tout à l'heure dans les landing pages qu'on va retraiter, qu'on va commenter, c'est un truc qui ressort beaucoup, ou qui ressort pas du tout, et on le voit tout de suite quand c'est pas utilisé, c'est le côté preuve, social proof, ou proof en tout cas, pour venir mettre de la crédibilité, pour montrer que je suis pas tout seul à parler sans qu'il y ait derrière des gens qui y croient aussi. Alors, du coup, sur le premier exemple, là, vous voyez que très souvent sur les landing pages, on va mettre en avant des logos, des choses comme ça, etc. Quoi, où on va dire, tiens, on a aidé telle boîte à faire X, Y, Z. Là, vous voyez que du coup, ce qui est intéressant, c'est ça mélange ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on mélange la spécificité, donc on va mettre en avant des chiffres concrets qui viennent backer ce qui a été écrit. Et donc là, c'est l'exemple de Main Street. Donc vous allez pouvoir, pour ceux qui regarderont le replay, vous pourrez retrouver l'exemple de Main Street avant. Et du coup, ça vous permettra de faire la connexion entre les deux, quoi. Et vous voyez aussi là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas juste contentés de mettre un titre avec on a trouvé plus de 100 millions pour 2000 startups. En fait, au niveau des logos, derrière chaque logo, quand on passait la souris dessus, vous avez le chiffre exact de ce qui a été récupéré pour cette startup. Et du coup, ça permet de crédibiliser encore plus ce qui est raconté, parce qu'il y a tellement de résultats qu'on se dit, ok, bon, leur truc, ça a l'air de marcher réellement, parce que je vois que sur toutes les boîtes, on a un chiffre concret, un chiffre qui est conséquent et tout, donc c'est que ces gens-là, ça ne doit pas être des charlatans et qu'il y a un truc à faire avec eux. Et évidemment, notre dernier contre-exemple, puisqu'on aura fini nos 6 critères. Ouais, et là, du coup, c'est l'exemple de Brevo, où ils ont de la social proof sur la page, mais qui est plus lointaine. Ça, c'est aussi un truc important, c'est-à-dire que la social proof, c'est souvent un truc qu'il va falloir jouer en début de page, parce que c'est à ce moment-là où on doit essayer de casser le scepticisme un petit peu du prospect, et on doit essayer aussi de l'engager plus loin dans le contenu. Donc, si dès le départ, il n'a pas trop confiance et qu'on lui rajoute des éléments de réassurance plus loin, alors qu'en fait c'était au début qu'il avait des doutes, c'est un peu dommage, puisque il aurait fallu les rajouter avant pour que le prospect soit assuré et puis qu'il puisse se dire ok, bon, ça me paraît crédible, je vais essayer d'aller découvrir un petit peu plus loin pour voir ce que ça raconte, et du coup là on peut rajouter après d'autres preuves sociales sur le reste de la page, mais c'est important d'en avoir au départ pour pouvoir soutenir la promesse et pour pouvoir immédiatement montrer au prospect, voilà, vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on est crédible, on a un vrai background et un vrai track record par rapport à nos clients, donc vous pouvez vous engager avec nous, il n'y a pas de souci. Et donc sur le cas de Brevo, là, au début de page, en fait, on n'a rien, on arrive, on a un truc assez vague, et donc si vous ne connaissez pas Brevo, en fait, on se retrouve avec, ok, ça, j'ai pas l'impression que ce soit un truc de ouf, alors qu'en réalité, ils ont quand même une bonne position sur le marché. Nickel, écoute, merci beaucoup. On arrive à la presque mi-temps de notre live de ce matin. Donc on a posé le cadre, on a fait connaissance aussi tous ensemble, mais surtout on a posé notre cadre un peu d'analyse, on a montré des exemples et on va passer maintenant à un travail un peu sur des landing pages, donc en 2 temps. Un premier travail qu'on a fait nous, où Alexandre et moi, on a sélectionné chacun 2 landing page qu'on aime beaucoup pour des raisons différentes, qui ne sont pas forcément parfaites d'ailleurs, mais en tout cas qui montrent des choses qu'on avait envie de vous montrer ce matin et de discuter avec vous. Et puis après, on prendra des propositions qui ont été faites par ceux qui sont inscrits. Donc sans doute certains doivent être en plus connectés. Je pense quand ça sera votre tour, on vous laissera faire coucou. Ce qui me donne la transition de dire aussi, continuez à poser vos questions. Et d'ailleurs, on a une excellente question qui est arrivée de la part d'Isabelle. Salut Isabelle, qui demandait, là effectivement on a zoomé sur certains des différents critères, et est-ce que tous les critères, toutes les choses qu'on a montrées doivent être au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'effectivement dans certaines choses qu'on a montrées, il n'y a pas certains aspects des recours. Alors juste pour préciser déjà, et je te laisserai Alex répondre à la question, est-ce qu'il faut tout tasser en haut évidemment, mais en tout cas sur la manière dont on a sorti d'exemples, c'est un peu des choses qui sont sorties du contexte. Les landing pages dont c'est issu cochent pas forcément toutes les cases. Par contre, ça venait illustrer le thème en question sur chacun pour montrer un peu dans quel sens je suis dans la bonne direction et dans quel sens ça ne fonctionne pas. Mais par contre, effectivement, est-ce qu'il y a un enjeu de cocher toutes les cases dès le splash, dès le hero banner, ou est-ce que finalement on a un petit peu de page quand même pour faire scroller un peu plus loin sur la page?
Bah, ça répond aussi à la question d'Ameline, qui est une question d'après, où en gros les éléments importants, c'est les 3 premiers qu'on a abordés. Donc il y avait le côté cible, donc il faut que j'arrive assez vite à comprendre est-ce que je suis concerné ou pas en tant que cible. Ensuite il y a le côté problème-bénéfice, c'est-à-dire ok, si je vois que je suis la cible, quel est le bénéfice que ce produit-là peut m'apporter, ou bien quel est le problème que ça vient adresser dans ma situation. Et après le troisième point, ça va être ok, du coup, qui vous êtes, enfin concrètement, qu'est-ce que vous faites un peu dans les grandes lignes et comment vous m'aidez à activer ce bénéfice-là ou bien à adresser tel problème. Donc ça, c'est les 3 points qu'on devrait avoir dans l'idéal. Après, si on peut rajouter les autres, c'est mieux. C'est-à-dire si on arrive à être précis, c'est mieux. Si on arrive à rajouter de la preuve sociale, pareil, c'est mieux. Et la preuve sociale, généralement, c'est pas trop bloquant d'en ajouter au début. On a tous la possibilité, normalement, de pouvoir en mettre. Donc, dans un monde parfait, si on peut tout mettre, c'est bien. Mais on va dire les trois critères indispensables, ça va être de jouer sur ces 3 éléments-là, donc la cible, problème, bénéfice et la proposition de valeur, c'est-à-dire comment ça marche un petit peu dans les grandes lignes. Et si on a ça, déjà on n'est pas trop mal, mais si on peut rajouter les autres, c'est des bons bonus. Top, écoute, merci. On bascule sur la deuxième grande partie de notre matinée, de notre live ce matin, sur nos 4 best-of inspi. Merci Renaud Varocco. Alors Renaud, en plus, toi tu fais un live tous les jours, je crois, donc tu es de bons conseils sur cette partie-là. Notre best-of inspi, on va vous les dévoiler chacun notre tour. C'est un peu la battle de LP. Donc toi, tu as prévu de partir chez Gemelius. Si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est. Et puis comme ça, hop, je bascule chez Gemelius. Tu peux basculer dessus direct. Ouais, Gemelius. Normalement, j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce qu'ils font parce que vous allez comprendre, parce que du coup, c'est ça la mettez des plus, des pouces, des plus moins, des choses que vous aimez pas dans le. Tiens, vous pouvez faire un peu l'exercice en même temps que nous sur cette partie-là. Vas-y, je te laisse Alex nous faire un peu la Donc vie. là, sur le héros, tout n'est pas parfait. Enfin, du coup, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, ça respecte pas tous les critères. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la structure globale de la page. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir après. Parce que du coup, Gemelius, on peut considérer que c'est une innovation sur leur marché. En tout cas, il s'adresse à des prospects qui n'avaient pas de solution auparavant pour pouvoir collaborer sur Gmail. Et donc, du coup, ils ont tout un argumentaire où au départ, ils vont essayer de mettre en avant, voilà à quoi ça ressemble de collaborer en one-one, pas de collaborer en one, mais de collaborer sur Gmail. Du coup, c'est horrible parce que c'est pas fait pour ça. Et du coup, là, ils vont vous lister tous les problèmes que vous allez rencontrer quand vous essayez de collaborer là-dessus. Et ensuite, là, ils vont commencer à utiliser une petite mécanique qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de landing pages, où ils vont vous dire, OK, imaginez si demain Gmail, c'était un truc comme ça, qui vous permet d'assigner des emails, machin, etc., pour faire X, Y, Z. Donc là, ils vont vous mettre un peu en avant des cas d'usage, des bénéfices features de la solution, quoi. Et donc là, vous dites, imaginez si vous aviez un truc comme ça vous permettrait d'avoir tel résultat au niveau de votre business. Et c'est là, du coup, on retrouve les chiffres précis qu'on aurait pu potentiellement avoir au départ. Et par rapport là, au discours et à l'argumentaire de la page, c'était peut-être pas pertinent dès le départ d'aller mettre en avant ce type de chiffres. Donc là, du coup, on les rajoute ici, quoi. Et là, du coup, ils mettent en avant après, ce truc-là, c'est les shared inbox. C'est la nouvelle façon de gérer ses emails, etc., quoi. Et là, du coup, ensuite, en dessous, ils vont commencer à lister, je crois, les cas d'usage que tu vas pouvoir gérer maintenant que tu es équipé de Gemelius. Donc là, ils vont dire, OK, tu vas pouvoir avoir une visite complète sur sur tes équipes, tu vas pouvoir collaborer sans friction, etc., quoi. Et ils vont essayer de vous projeter au maximum dans tout le nouveau monde qui s'offre à vous maintenant que vous avez un tool qui a été pensé pour collaborer sur Gmail. Et ensuite, ils continuent à dérouler leur argumentaire avec leur testimonial, les preuves sociales supplémentaires, etc. Et ensuite, c'est quoi ce qu'ils ont en dessous? Les intégrations. Mais en gros, nous, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est tout le début de page. Vous voyez qu'en fait, au départ, ils vont pas mettre en avant immédiatement la solution. Ils vont vous mettre toute une mécanique en place pour vous dire, OK, voilà ta situation actuelle quand tu essaies de collaborer. C'est horrible parce qu'il n'y a aucun outil qui a été pensé pour pouvoir collaborer sur Gmail. Donc, en fait, la situation que tu vis, c'est invivable au quotidien. C'est une galère sans nom, etc., quoi. Maintenant, imagine ce que tu pourrais vivre si tu avais l'outil idéal pour pouvoir faire ce genre de truc. Tu pourrais faire ça, ci et ça, etc. Et ensuite, on lui introduit la catégorie de solutions. On lui dit, OK, ce truc-là, ça existe. C'est les inbox partagés, quoi. Et c'est ce qu'on fait sur Gemelius. Et voilà, du coup, tout le nouveau monde qui s'offre à toi et toutes les nouvelles possibilités que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir profiter aujourd'hui.
Écoute, ouais, super, super exemple. Moi, ce que j'aime bien dedans, je trouve ça assez. Alors, je suis assez sensible au design, hein, parce que parfois le design fait aussi comprendre le message. J'aime beaucoup les vues, voilà, assez simplifiées de l'outil. On n'essaie pas de faire forcément des feature lists. On montre des usages assez concrets. Alors, on est dans une boîte Gmail, donc forcément, ça parle. Ça parle assez bien. Je trouve que les preuves sociales sont assez bien disséminées tout au long du parcours. On en retrouve un petit peu plus bas. Voilà, ici, on est plutôt sur des statistiques. Là, j'aime bien aussi que sur les statistiques, on ne soit pas juste des trucs sortis un peu du chapeau. Là, ils ont fait une étude sur 429 réponses parmi leurs clients sur ce qui a été gagné. Donc, voilà, on n'est pas là pour vérifier, pour auditer la réalité de ça, mais il y a quand même une volonté de faire ça. Ce que j'aime bien encore, le dernier point, c'est ce côté, on l'a finalement sur chacune des sections, on a un call to action. Parce qu'effectivement, la page est longue, donc on peut éventuellement se perdre un peu dans le déroulé de la page, et c'est presque un peu fait pour. Mais je trouve que finalement, il y a un moment où on se dit, ah, là j'ai assez d'infos, ça me donne envie de tester un truc, ça me donne envie de passer à l'action. Soit je sign up, soit on avait un petit peu plus haut un deuxième point ici, book démo, donc qui est un autre, je ne veux pas sign up tout de suite, mais je vais passer par une autre porte d'entrée. Et puis un petit peu plus bas ici, on a encore quelque chose de différent, qui est de voir voilà, un tour en action qui déclenche ici, je pense, une vidéo qui va finir par charger sur mon écran. Et là, on a finalement une démo self-service sur un petit bout. Donc, je trouve ça quand même vachement intéressant sur cette partie-là. Adrien participe un peu à l'opération montage-démontage et effectivement, on nous pose la question de la cible sur cette partie-là. Et effectivement, on a quelques Ouais. éléments ici, c'est pour les équipes, mais finalement, ça peut être tout type Oui, c'est d'équipe. pas extrêmement précis, mais du coup, c'est les équipes qui sont sur Gmail. Donc, bah, si vous êtes sur Gmail, ça peut connecter, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on a quelque chose. S'ils avaient par exemple un ICP qui était assez clair et qu'en fait, c'est pas Mm. uniquement des boîtes qui sont sur Gmail, là, ça aurait pu être intéressant de mieux le mettre en avant. Mais du coup, on va dire que sur la partie audience ici, enfin, la partie cible, c'est pas l'idéal, mais on a quelque chose par Ouais. rapport au problème qui est suffisamment précis pour pouvoir connecter avec l'audience, parce que du coup, on leur met en avant, c'est pour des équipes et des équipes qui essaient de collaborer sous Gmail, quoi. Est-ce que la réponse à ça, ce serait pas de dire, bah, j'ai effectivement peut-être sur ma homepage, parce que là on est, je pense, sur une homepage. Effectivement, il faut que je rassemble quand même pas mal. Et est-ce que éventuellement derrière, pour des mécaniques plus d'acquisition, plus ciblées, je pourrais décliner cette page-là en la mettant peut-être sur les boîtes de conseil, sur les startups, sur les équipes marketing, de faire peut-être de la verticalisation pour effectivement adresser la cible un peu plus en Ouais. direct. Ouais, bah ça, bah, dans l'idéal, quand tu as la possibilité de le faire, c'est mieux, quoi. Après, peut-être que eux, dans leur cas, il y a pas mal de boîtes potentielles qui sont finalement des cibles potentielles pour Gemelius, et du coup, ils peuvent pas faire ce choix sur la homepage de, euh, de segmenter de manière aussi radicale. Mais dès que tu arrives sur des canaux payants ou bien dès que tu arrives à contrôler les sources de trafic, c'est intéressant de faire des landing pages dédiées, parce que du coup, tu vas pouvoir mettre en avant, ok, bah, les boîtes de conseil, quand vous essayez de collaborer, voilà ce qui se passe. Et du coup, peut-être qu'il y a des spécificités dans les boîtes de conseil que tu vas pas rencontrer dans toutes les boîtes. Ouais. Et donc, ça te permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus précis et du coup, d'avoir un truc hyper impactant pour cette audience-là. Elisa, Camille, je vois vos questions, on les traitera à la fin, elles sont super pertinentes, donc restez avec nous. À mon tour, merci. Comme je l'ai dit au début, moi je suis plutôt parti sur des LP qui sont un peu particulières, c'est des LP de contenu. Donc là je suis parti chez Vidyard, j'aime beaucoup ce que fait Vidyard, c'est assez bold en anglais, c'est assez, voilà, il y a un parti pris assez fort à chaque fois dessus. Donc là on est sur un guide, hein, sur un livre blanc. Et là on est sur The Really Ridiculously Good Guide to Cold Calling. Sont bienvenus au cours Wall Street English du mardi matin aussi. Donc là, ce que j'aime bien déjà ici, c'est qu'on a tout de suite un aperçu. Ça suffit pas toujours, ça on l'a quand même souvent. On note qu'on n'a pas de retombée tout de suite sur le call to action de download. Et je vais avoir un petit peu plus d'infos. Alors, au niveau design, honnêtement, ça pourrait être mieux. C'est pas super élégant la manière dont c'est amené, mais en tout cas, les éléments sont là. On n'est pas sur des trucs trop froids. Everything you need to win at cold calling. Donc là, on explique un peu ce qu'on va retrouver. On zoome à l'intérieur. On voit qu'il y a différentes choses, qu'on va pouvoir cliquer, qu'il se passe des choses. Et ici, j'ai un peu le menu que je vais pouvoir retrouver et je peux toujours cliquer ici. Et si je descends, bah, je vais pouvoir ici avoir un call to action sur booker une démo sur le logiciel. Un truc un peu particulier aussi qu'on voit beaucoup arriver, qui est beaucoup dans la tendance et c'est aussi pour ça que j'aime pas mal ça, c'est ici si je clique, je vais avoir directement le guide en question avec une douzaine de pages. Je vais pas passer par un formulaire. Oups, je suis revenu
chez la précédente, sur cette partie-là. Je trouve ça assez intéressant quand on a envie finalement de donner de l'information assez vite, de dire pour qui est-ce que c'est. C'est pour des sales, c'est pour des gens qui font du cold calling. Vous avez un peu peur de vous lancer, vous savez pas trop comment faire, et ben voilà, c'est pour vous, et vous allez gagner en confiance pour faire cette partie-là. Encore une fois, c'est pas idéal. On retrouve ici des choses qu'on aurait pu virer aussi de la nav. Je ne sais pas si toi, tu as un parti pris aussi sur des pages vraiment de conversion, d'enlever peut-être une partie de la navigation. Mais je trouve que c'est assez efficace. Ça pourrait l'être un peu plus. On pourrait rajouter encore un petit peu de texte. On a une question tout à l'heure, on verra sur quel volume d'infos il faut mettre. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal intéressant. Tu as un avis, Alex, toi, sur ce sujet ? Sur la nav, oui, assez d'accord avec toi quand c'est tout ce qui est lead magnet. Normalement, pareil, tu contrôles les sources de trafic qui arrivent dessus. C'est rarement le point d'entrée vers ton website, quoi. Donc, tu as fait un funnel normalement en amont qui permet d'amener le prospect ici. Et c'est vrai que oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense la page est assez visuelle, tu vois, avec pas mal de visuel, du contenu, etc. Mais finalement, en termes d'argumentaire, ça reste un petit peu léger. Donc, je pense qu'ils auraient pu un peu rendre ça plus sexy et mieux isoler le prospect aussi sur la page pour l'empêcher d'aller se balader à droite à gauche, alors qu'en fait, c'est pas l'objectif qu'il aille se balader sur le site. À retenir principalement, moi ce que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est montrer ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. Quand on propose, que ce soit un webinar, ça a été mentionné tout à l'heure, que ce soit un livre blanc, que ce soit un contenu, une checklist, moi j'aime toujours, ou un template à utiliser, j'aime toujours quand même déjà donner une preview, même si derrière je le mets derrière un formulaire, parce que j'ai quand même envie de récupérer un contact. Je trouve que c'est toujours intéressant de dire ce que tu vas avoir. Il y a beaucoup trop de LP qui font pas ce travail-là de montrer ce qu'on va avoir. Écoute, top. On va passer à ta deuxième inspi chez Riverside. Alors, qu'est-ce que c'est Riverside ? Alors, je te l'ai envoyé dans le chat, justement, parce que c'est une ancienne version, c'est pas les nouvelles. C'est du coup forcément des updates sur les pages, etc. Donc, parfois, il y a des trucs où et je vous l'amène. Il va y avoir moins de matière. Ouais. Alors, tac. Tac. Hop, c'est en train de charger, on va y arriver. Vous allez voir, c'est un petit peu différent de l'autre. C'est pour ça parce qu'on a essayé de sélectionner des pages où chaque typologie va pouvoir adresser une maturité d'audience différente. Par exemple, dans le cas de Gemelius, on avait des gens qui découvraient un peu le concept d'inbox partagé. Parce que du coup, on sentait qu'il y avait tout un argumentaire en amont où on essayait de montrer aux prospects qu'il y avait une nouvelle catégorie de marché et cette nouvelle catégorie de marché permettait du coup de pouvoir collaborer ensemble facilement. Et du coup, dans le cas du Riverside, là, on s'adresse à des marchés qui sont plus matures où l'enjeu, ça va être de se positionner par rapport à des outils comme Zoom ou autres, et du coup, tout leur argumentaire au début, va pas forcément axer sur le côté zoom, mais dès qu'on va arriver un peu sur le reste de la page, dès qu'on sera en dessous de la ligne de flottaison, là, ils vont commencer à vous faire des comparaisons entre Zoom et Riverside, parce que peut-être que l'objection principale qu'ils avaient avant, c'était votre truc, en fait, c'est comme Google Meet ou Zoom, un podcast, je peux le faire sur Zoom, machin, j'ai pas besoin de votre truc, là, ça sert à rien, quoi. Du coup, là, on leur met en avant, ok, quand on vous dit Studio Quality, parce que c'est ça la proposition de valeur de Riverside, c'est d'avoir une qualité studio dans votre podcast. En fait, on n'arrive peut-être pas forcément à se projeter parce que on voit peut-être pas à quoi ça correspond, quoi. Et du coup, sur la page, ils vont vous faire des avant-après sur le côté Zoom pour vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit vidéo une qualité vidéo studio, et qu'est-ce qu'on veut dire aussi par rapport au son, une qualité sonore studio. En fait, vous avez à chaque fois l'avant-après qui vous permet de voir concrètement. C'est vrai que Zoom, finalement, c'est peut-être pas aussi quali que ça. Peut-être que ça vaudrait le coup que je switch sur un outil dédié comme Riverside qui vont me permettre de faire un podcast vraiment quali, quoi. Donc ça, c'est la première section intéressante qui va être dédiée à l'alternative. Et ensuite, derrière, là, ils vont essayer de vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil, toutes les nouvelles possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur les visuels qu'ils vont exploiter, il y a pas mal de visuels qui bougent, etc. Et ça, c'est des trucs qui sont plutôt intéressants parce que on a très peu de visuels sur cette page qui sont des trucs qui ont été rajoutés pour combler le vide et faire des trucs jolis, parce que là, il y avait un espace blanc, donc et on a voulu mettre des trucs sympas visuellement, quoi. Vous voyez que sur le visuel d'en dessous,
Donc, edit your content avec le Magic Editor. Là, vous voyez qu'on a un vrai truc qui vient vous montrer, OK, bah, voilà ce que tu vas pouvoir faire. C'est hyper simple. Et c'est ça qui est important quand on commence à dire aux gens, ah bah, notre truc, notre éditeur, il est hyper simple pour pouvoir éditer vos vidéos, machin, etc. OK, bah, en fait, si c'est aussi simple que ça, est-ce que tu peux me montrer ton truc en 5-10 secondes pour me montrer à quel point c'est simple de le faire, quoi. Et donc, du coup, on est toujours un peu dans ce principe-là de show don't tell. Si on a la possibilité de montrer de manière assez concrète la promesse qu'on met en avant, c'est mieux parce que ça permet de tout de suite casser le scepticisme et de montrer au prospect, bah regarde, je me contente pas juste de te dire que tu vas économiser des heures de montage, etc. Je vais te montrer concrètement comment ça se passe pour que tu puisses te projeter et voir à quoi ça ressemble. Après, le reste de la page, je crois, est un peu plus classique sur Riverside, donc ça va être moins intéressant, mais c'était ces deux parties-là qui étaient intéressantes là-dessus, c'est-à-dire le côté comparaison avec un concurrent direct pour montrer au prospect que, OK, bah déjà, si vous avez l'impression que Zoom, ça fait suffisamment bien le job pour votre besoin, il faut déjà que j'arrive à vous convaincre qu'en fait, Zoom, ça fait pas bien le job, c'est pas un truc viable, et donc il faut que je te montre par A plus B la vraie différence que tu as entre un truc studio et un truc Zoom qui va te faire une qualité médiocre. Et après, on va pouvoir rentrer dans le détail du produit avec d'autres visuels qui vont vous montrer un petit peu toutes les nouvelles possibilités que vous allez avoir et que vous n'aviez pas auparavant sur Zoom. Et ça vous permet du coup de projeter assez facilement le prospect dans le produit et de l'inciter à passer à l'action. Écoute, ouais, c'est un joli choix. J'aime beaucoup. Alors, pour le coup, en plus, j'avais vu l'ancienne version, moi, qui était déjà très sympa. Je suis très, très fan de ce côté preuve en live, à voir si en France ou si sur tous les sujets, on arrive à faire du comparatif comme ça, parce que c'est toujours un peu touchy. Mais je trouve ça super smart. Je n'étais pas fan du design, parce que je trouve qu'il y aura peut-être un petit travail sur les typos, ce genre de choses. Mais en fait, c'est quand même diablement efficace, je trouve. Il n'y a pas de fioriture, le truc est propre. Si j'ai le besoin, c'est sûr que je vais cruncher le truc et qu'à un moment j'ai envie de cliquer ici. Écoute, je trouve que c'est effectivement une belle proposition. Écoute, merci. À mon tour pour ma deuxième inspi, on va partir sur, je pense, une des boîtes en France qui fait un des meilleurs contenus. Vraiment, objectivement, il travaille vraiment bien à la fois côté B2C et côté B2B en plus. Il y a un vrai investissement sur cette partie-là. C'est Welcome to the Jungle. Et là, je suis parti sur un de leurs e-books. Mais vous pouvez aller voir dans leur... donc ça, c'est côté plutôt B2B, donc sur la partie Solutions, ce qu'ils appellent Solutions. Et donc, Welcome to the Jungle, là, parle de pas mal de sujets autour de voilà, Future of Work, RH, recrutement, voilà, leurs sujets un peu de fond. Et ici, on est sur un livre blanc, un e-book, offre d'emploi, 12 and don'ts. Alors, contrairement à tout à l'heure, on est sur un gated. Donc ici, quand je vais vouloir télécharger, je vais être amené au bas sur le formulaire. Et je trouve que c'est assez sympa en termes d'organisation de l'info, de plutôt essayer de faire la retape du contenu plutôt que d'essayer de caler ce qu'on voit très très souvent tout de suite ici, la partie formulaire. Je vois qu'il y a une question de Mylène sur la partie où est-ce qu'il faut mettre les forms, est-ce qu'on les met en pop-in, est-ce qu'on les met en bas de l'écran, est-ce qu'on les met à droite ou à gauche de l'écran. On y reviendra tout à l'heure on y reviendra tout à l'heure dans les questions-réponses, mais effectivement ici on a plutôt un parti pris de mettre en avant le contenu. On a toujours un travail sur l'illustration qui est assez fort chez Welcome. Derrière, on a des extraits. Je pense que ça aurait pu être intéressant de montrer un peu plus de visages des personnes qui ont pu contribuer. C'est peut-être ce qui manque sur cette page. On a quand même un travail visuel qui est assez sympa. Et toujours ce bloc que j'adore, moi, qui est, voilà, j'ai sorti 8 pages du doc. Et vous allez pouvoir déjà consommer une partie des choses. Alors, je ne peux pas cliquer dessus, mais finalement, ça me donne un bon aperçu de ce que je vais pouvoir retrouver sur cette partie-là. Et effectivement, après seulement, j'arrive sur ça. Et puis, contrairement à mon premier exemple, on a un haut de page qui est vraiment épuré à son maximum. J'ai mon logo et je retrouve mon bouton d'action ici. Qui m'envoie là. Et j'ai même pas finalement, comme on retrouve aussi parfois sur des actions secondaires, sur dire je vais quand même caler un petit bouton demande de démo, demande de contact, télé, voilà, pour amener sur autre chose. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très très épuré et je trouve que ça fait bien le job. Il me manque peut-être un peu d'incarnation, un peu des têtes de personnes pour que ce soit complet, mais je trouve ça assez efficace aussi.
Alex, tu veux Non, rajouter moi, un je suis petit truc assez dessus? d'accord avec toi. C'est avec ce que j'en ai analysé une hier, pas celle de Welcome, mais une autre, pareil, où c'était des études du cas. Et Mm. j'avais le même commentaire que toi. C'est vrai que souvent on va cacher, à partir du moment où on met des ressources, que là, on voit que dans le cas de Welcome, il y a des ressources derrière sur la création de contenu. On a essayé de faire un truc un petit peu quali, etc. Et parfois, c'est compliqué avec ce type de contenu de projeter le prospect parce que le contenu, qu'est-ce que je vais lui montrer? Si c'est un Google Doc, bon, si je prends des screenshots de mon Google Doc et tout, peut-être que ça va pas être très sexy, quoi. Donc, quand on a mis de la mise en forme derrière, etc., et que visuellement il se passe quelque chose, c'est intéressant de bien le mettre en avant parce que du coup, ça projette le prospect et tu as l'impression qu'il y a un truc de ouf dedans. Tu te dis, OK, j'ai l'impression qu'il y a de la grosse matière. Et là, pareil, c'est intéressant aussi d'être précis pour mettre en avant, OK, c'est quoi le type de contenu, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'il y a un peu à l'intérieur, et essayer de rendre sexy tout ça pour donner le sentiment que si on ne télécharge pas ce contenu-là, on passe vraiment à côté de quelque chose, qu'il y a vraiment des trucs à l'intérieur où tu vas découvrir des trucs assez précis, quoi. Donc, un peu comme nous, on l'a fait sur le live d'aujourd'hui, hein. Parfois, on va utiliser des bullet points pour un peu expliquer ce qu'on avait prévu, quoi. Et c'est sur ces bullet points où là, il va falloir essayer de les rendre un petit peu sexy pour amener un petit peu de mystère, pour essayer d'inciter le prospect à avoir envie d'aller plus loin, quoi. Et qui ne se contente pas d'être sur la page et de se dire, OK, bon, vas-y, ça m'a pas l'air très intéressant, je m'en vais. Il faut vraiment qu'il ait le sentiment qu'il y ait quelque chose d'intéressant pour lui, et que ce serait dommage de partir sans, parce qu'il va avoir une petite gêne de on sait jamais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques trucs cool à l'intérieur, faut que je vois, comme ça moi je suis sûr. Donc t'ajoutes un petit FOMO où personne a du mal à quitter ta page sans passer à l'action. Yes, le petit rajout final. Écoute, ça clôt bien notre petit tour des inspi. Du bon du moment, encore une fois, hein, je vois bien dans les commentaires ou dans les questions. Il coche pas toutes les cases, on est d'accord. Mais encore une fois, le but, c'était pas de trouver la LP ultime qui coche toutes les cases. C'était plutôt de vous montrer certaines qui respectent quand même plutôt bien ça et surtout qui sont très fortes sur quelques-uns de ces points-là. Il est temps de passer à la clinique, qui est un peu le money time de ce qu'on veut faire. Donc, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont joué le jeu de proposer leur LP. Et donc, on va vous faire un petit traitement en live. Pareil, vous pourrez continuer avec ça. J'ai vu qu'il y avait une petite question aussi de Denis qui demandait est-ce qu'il y aura les liens des différentes pages présentées dans la conf. Je vous mettrai les slides. Et dans les slides, tout est cliquable. Comme ça, vous retrouverez les liens. Puis on mettra sans doute en commentaire aussi. Je vous ferai un petit commentaire dans l'invitation de LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn ou sur le petit texte sous la vidéo sur YouTube. Donc la clinique, c'est très simple. Certains d'entre vous ont balancé leur URL de page. On a vérifié quand même que ce n'était pas des gens qui balançaient les URL de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même pas sympa comme cadeau. Donc c'est que des gens qui ont été volontaires là-dessus. Et on en a eu une première. Donc on va faire un petit travail là-dessus. Donc la première, c'est Thomas de chez Trustfolio qui nous a envoyé une page solution qui est celle-ci, trustfolio.co/solution au pluriel pour ceux qui veulent aller voir. Je vais vous la mettre dans le chat aussi en live, comme ça vous allez pouvoir suivre avec nous. C'est parti. Donc là, on est sur une page solution. Donc voilà, je vais peut-être te laisser commenter en live ce que tu vois, ce que tu aimes bien à chaud. Ouais, ce que j'ai pas vu avant. Bah là, c'est ça, Ouais, on l'a pas c'était le montré but. Hein. aujourd'hui. Je te mets à chaud là. Ah, bon. On va voir du coup si je Donc vais pas si, pour raconter donner des un peu de dingueries. contexte, Trustfolio, c'est un logiciel qui permet de capter des témoignages clients. Donc voilà, donc on peut forcément, on va les regarder un peu sous cet angle-là aussi. En tout cas sur le côté social proof. Bah là, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas abordé, mais parce que je l'ai pas mal abordé dans d'autres webinars ou autres. Ou si pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous abonner à la newsletter et vous recevrez une vidéo là-dessus. Mais il y a toute une phase sur le parcours d'achat et sur la maturité des prospects, quoi. C'est pour ça que je vous ai montré deux pages différentes, parce qu'on avait deux maturités différentes, quoi. Du côté Gemelius, on avait des gens qui découvraient une nouvelle manière de faire, quoi. Et du côté Riverside, on avait des gens qui avaient déjà un outil qui se rapprochait pas mal de Riverside, et là l'enjeu c'était de leur montrer que Riverside vs Zoom, en fait Riverside c'est un no-brainer et il faut vraiment aller sur ce type de solution. Et là en fait là-dessus, pour pouvoir analyser la page, il nous faudrait cette info-là. Là, le pépin qu'on a sur Trustfolio, c'est qu'en fait, ça reste assez vague, alors que ce qui est mis en avant, on va dire, est assez commun, c'est-à-dire le côté avoir des témoignages, collecter les témoignages clients, etc. On sait que c'est pas le seul outil qui permet de faire ça sur le marché. Il y a des trucs comme Google, les avis sur Google, etc., comme Google My Business. Donc là, techniquement, on a un truc où
où en fait ça c'est quelque chose qu'on pourrait copier-coller par exemple sur le site de Google pour récolter des avis, ou bien sur un autre site. Par exemple, on a aussi Mélanie dans le chat. Elle, je sais aussi qu'elle a un SaaS sur tout ce qui est témoignage client, quoi. Donc ça, techniquement, Mélanie, elle pourrait plus ou moins utiliser le même discours et ça pourrait fonctionner de la même manière chez elle. Et en fait, ça, c'est un problème parce que ça sous-entend que le message est trop générique. Et là, j'arrive pas à comprendre, ok, tu fais des témoignages comme Google, Mélanie ou autre, mais du coup, pourquoi Trustfolio et pas aller sur Google My Business qui semble faire la même chose que toi, ou pourquoi pas aller sur Trustpilot, ouais, c'est ça, non Ouais. Trustpilot. Là, en fait, on a quelque chose de trop générique et on n'arrive pas à comprendre quel est le positionnement de Trustfolio sur le marché et du coup, dans quelle verticale Trustfolio va être meilleur que les autres et du coup, dans quelle situation il faut que je privilégie l'usage de Trustfolio. Donc ça, ce serait le premier truc qui saute aux yeux quand on arrive là-dessus. Ouais. Pourtant, il y a des éléments intéressants, hein, parce que mais à chaque fois, c'est des éléments qui sont planqués. Hein, parce que si tu regardes la partie témoignage, en tout petit, tu as le truc, rejoignez plus de 500 entreprises B2B. Et là, déjà, tu dis, déjà, ok, on ne parle pas à l'artisan charpentier du coin ou au poissonnier, quoi. Là, on parle à l'entreprise B2B. Tu vois. Donc déjà, tu sais que ça limite le truc. Et ça, c'est dommage, parce que le côté B2B, il aurait pu le mentionner dès le départ. Parce qu'en fait, c'est une information relativement simple. Et ça, c'est typiquement l'exemple du truc de faut que j'aille creuser dans la page pour essayer d'aller voir le petit truc en tout petit pour voir si je suis concerné ou pas. Donc, je pense que le début de page, il pourrait y avoir des trucs de revue là-dessus pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis et qu'on comprenne mieux ce que ça fait. Parce que même quand tu lis la subheadline, en fait, je peux même pas te dire, ok, mais tu fais quoi? Tu me collectes des avis mais tu collectes comment? C'est-à-dire, c'est juste un truc pour mettre sur mon site web des avis. C'est un truc comme Google qui est affiché du coup sur les SERP. Enfin, tu vois, là, ça laisse trop de possibilités. Et donc, si demain quelqu'un me demande ce que fait Trustfolio, tu vois, je vais dire, je sais pas, c'est un truc, je sais pas, qui fait peut-être des témoignages, trucs comme ça. Donc là, c'est dommage qu'on a un manque de spécificité là-dessus, quoi. Ouais, et puis effectivement, il faut aller descendre un peu plus bas pour essayer de commencer à trouver les avantages, le bénéfice qu'on va avoir. Donc, trouver plus de clients grâce à des clients qui ont dit que c'était bien. Là, on voit qu'il y a un sujet de collecte. Voilà, que c'est un outil qui permet de faire la collecte. Que ça va permettre de redistribuer aussi le contenu. C'est que une fois que j'ai capté un verbatim, je peux le redispatcher derrière sur pas mal d'autres endroits. Il y a un côté un peu multi-posting qui peut arriver à se faire, mais qui effectivement retranscrit, qui est plutôt assez peu retranscrit. On retrouve de la preuve ici, qui est intéressante, hein, je le disais, c'est leur métier, donc forcément c'est quelque chose qui est là. On a quelques call to action, réserver une démo, des collections, voilà, ça sort un peu, je ne sais pas si on comprend de quoi il s'agit. Voilà. Et puis une petite fac aussi. Toi, tu as un avis sur les facs? C'est un élément qu'on retrouve souvent. C'est quoi? C'est pour se rassurer de ne pas avoir tout dit auparavant? C'est intéressant au niveau SEO? C'est un Ouais, vrai. moi je suis pas trop pour. Enfin, tu peux en ajouter, mais là, par exemple, dans ce cas-là et sur d'autres landing pages, c'est souvent un palliatif à bon, on a fait n'importe quoi sur la landing page. Bon du coup, allez, vas-y, faut qu'on mette tout dans la FAQ, quoi. Comme ça, les gens vont pas être paumés. Et là, du coup, ça va pas du tout, parce que si le reste de ta page n'est pas clair et qu'en fait ça perd le prospect, autant mettre ta FAQ et en fait faire que ta FAQ sur ta page, parce qu'en fait ce sera plus pertinent que d'avoir un mélange avec bon, on a fait une landing page qui part un peu dans tous les sens où on comprend pas trop. Du coup, les gens qui veulent en savoir plus, ils doivent aller dans la FAQ, quoi. Et en fait, c'est dans la FAQ où là, tu as toutes les infos. Donc ça, c'est dommage. La FAQ, c'est un petit bonus sur la page, sauf que sur la plupart des pages aujourd'hui, il est indispensable. Et ça, c'est pas normal. En dehors de l'aspect SEO, etc., où au niveau SEO, ça peut avoir un intérêt, quoi. Mais au niveau du copywriting global et du message pour le prospect, faut pas que ce soit un truc où tu dis, attends, si j'ai pas de FAQ, ma page, on comprend rien, quoi. Et là, c'est un peu le problème, tu vois, sur Trustfolio, quoi. Alors, j'ai pas regardé le FAQ. Et toi, le pépin qu'ils ont, c'est que apparemment, tu as des gens qui viennent chercher des trucs sur Trustfolio. Donc, toi, déjà, tu sais que, ok, c'est pas juste peut-être un truc pour faire du témoignage client. Il y a peut-être des sources de trafic derrière, des gens qui vont venir trouver des nouveaux prestataires sur la plateforme. Donc, toi, tu as déjà un truc là-dessus où il aurait pu le mettre en avant dès le début. Et après, le pépin qu'il a aussi sur la page, c'est qu'il semble adresser plusieurs cas d'usage, sauf que tu as du mal avec ce qu'il a fait sur les sections à comprendre le fonctionnement de la solution. C'est-à-dire, ok, si demain je sign up sur Trustfolio, concrètement, c'est quoi la finalité? Comment ça se passe? Est-ce que je suis obligé de passer par toutes ces étapes-là? Et tu vois que là, en fait, on a du mal à comprendre en fait le principe de la solution, parce qu'apparemment, tu as des trucs où tu peux convertir, attirer des nouveaux clients, tu gagnes en visibilité, ok, tu laisses parler tes clients. Enfin, mais toi, là, il a mis des bribes un peu
de cas d'usage, mais il ne t'explique pas en fait, comment tout ça vient se connecter sur la solution et du coup, comment on a uniformisé toute cette expérience pour que tu puisses activer tout ça en même temps. Et donc, ça, c'est dommage que tu arrives en bas de la page et tu te dis, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, mais je vois pas trop comment ça se connecte ensemble et à quoi va ressembler mon expérience sur Trustfolio, quoi. Et donc là, c'est dommage, tu vois, parce que d'un point de vue design, toi, tu as un truc cool, mais d'un point de vue message, je pense que tu as un truc qui perd énormément le prospect et tu arrives à la fin de la page, tu vois, et comme tu disais, tu arrives sur le truc collection leaderboard. Bah, une collection, moi, je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc là tu arrives sur un niveau de jargon où on t'embrouille avec le jargon interne, alors qu'en fait, toi, tu es un noob qui débarque, qui comprend rien au truc. Et donc, si on commence à t'embrouiller avec le jargon interne, alors qu'en fait, tu connais pas l'entreprise, bah forcément, toi, t'es paumé, quoi. Et comme le reste n'est pas forcément très clair, bah là, t'arrives ici, t'es mort, quoi. T'es en mode, ok, bon, bah, vas-y, j'ai rien compris, ça me saoule, je vais pas rester 14 ans, je m'en vais de cette page. Et c'est dommage, alors qu'en vrai, t'as probablement un outil derrière qui est assez intéressant, quoi. Top, écoute, déjà pas mal de pistes à creuser. Il y avait Hugo qui nous demandait si ça serait sur YouTube. Il y aura tout le replay, pas de souci, sur YouTube, sur LinkedIn. Vous pourrez partager ça dans vos équipes sans aucun problème. Je regarde le planning, si vous avez quelques petites minutes pour rester encore avec nous. On a encore des petites choses sympas à voir. La deuxième clinique qui est remontée, c'est chez Pix4, qui est aussi un éditeur de logiciels qu'on va aller voir tout de suite. Donc là, je l'ai sélectionné aussi parce que c'était une page d'atterrissage de contenu gated. Donc là, on a un baromètre de la performance des organisations. Donc là, on est sur une cible des professionnels de la qualité. C'est assez peu parlant tout de suite quand on arrive ici. C'est assez descriptif. Voilà, baromètre de la performance des organisations. Pourquoi pas avoir quelque chose assez sobre, hein, ça ne me choque pas forcément. Mais il y a quelques petites choses ici qu'on va pouvoir améliorer. On retrouve ce sujet de navigation. Ici, j'ai toute la nav. Honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre tout ça. J'aime plutôt bien le côté tout bleu, ça peut bien fonctionner là-dessus. J'ai un petit peu de visuel. Est-ce que c'est pas un peu de voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu optimiser ça avec peut-être un zoom peut-être plus sur les pages, peut-être faire moins le côté c'est un livre papier, de plus montrer directement le vrai contenu. Cette question ici de la place du formulaire qui prend quand même un gros morceau ici qui donne pas forcément envie de rentrer dans le baromètre. Pour reprendre un peu tes critères aussi, Alexandre, voilà, je pense aussi qu'on n'arrive pas forcément par hasard sur cette page. Donc les gens qui arrivent sur cette page sont quand même un tout petit peu voilà, au courant de ce qui se passe, mais pour autant quand même, c'est très vague. Performance des organisations, qu'est-ce que c'est la performance des organisations? On comprend ici que c'est les pratiques et les tendances des professionnels de la qualité. Donc c'est la performance en termes de qualité. Je pense qu'il y a un petit côté flou qui est pas évident ici. Je pense que ça gagnerait aussi à être plus segmenté, plus ciblé sur quelque chose de bien précis pour dire nous on est les boss de ce sujet-là, qui n'est pas un sujet qui pourrait s'appliquer partout. On retrouve le sommaire, visuellement c'est pas évident. Gros point un peu dommage ici, mais qui est aussi un point positif, c'est que voilà, si je suis sur le site, je suis comme ça, et en fait je viens voir ici que j'ai France Qualité, France Processus, le mouvement québécois de la qualité. Je vois que j'ai des organismes professionnels qui viennent donner un côté légitimité, qui ont dû participer sans doute au baromètre. Un baromètre, c'est souvent quelque chose qu'on fait pour vraiment aller chercher de la légitimité. Je trouve que c'est quand même très dommage de les avoir relayés ici. Moi, je les aurais mis à la place du formulaire finalement. Et puis on arrive tout de suite en bas de page. Alors, ça peut être un choix de faire. On avait une question tout à l'heure sur la longueur des LP. Je pense que là, on est sur une version quand même peut-être un peu trop minimaliste. Moi, j'aurais aimé voir, je ne sais pas s'il y a des verbatims, s'il y a des gens qui ont témoigné là-dedans, mais peut-être 2-3 têtes à minima d'experts de l'entreprise. Hein. Ça peut être des experts internes, de dire, voilà, j'ai mis 2-3 experts ou le fondateur de la boîte qui dit pourquoi c'est important, 2-3 enseignements. Je trouve qu'on est un peu court ici pour dire, ça vaut le coup ici de remplir, de donner mes coordonnées. Je paye quand même une sorte de péage à ce moment-là. J'ai finalement assez peu d'infos sur pourquoi est-ce que j'ai intérêt à le remplir. Et je pense qu'il y a un travail qui est peut-être à continuer de ce côté-là. Je pense que le contenu est bon, c'est assez typique des landing pages qu'on a fait une fois qu'on était un peu épuisé déjà par la sortie du contenu lui-même. On a dit, bon, il faut un truc, là, il faut qu'on le pousse. On a le mail qui part bientôt, on a une deadline qui sort. Il faut qu'on arrive, que les gens remplissent le truc et finalement, la LP vient juste enregistrer les contacts et presque le travail est fait avant dans un push mail ou dans un post social media ou dans une ads. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage pour capitaliser sur le long terme. Ouais, là-dessus, pour creuser un petit peu, tu vois, ça, entre guillemets, on va dire, c'est un peu de la landing page où tu laisses le prospect faire le job. Toi, en fait, tu t'es juste contenté de, nous, on a fait quoi? On a fait baromètre, performance d'organisation.
ok, mais du coup, so what? Pourquoi c'est intéressant pour moi, c'est en tant que prospect, c'est-à-dire comment je vais activer ce truc-là, qu'est-ce que je vais en retirer, et du coup, tu vois, tu sens pas la connexion entre, ok, bah, on a fait ce truc-là, mais du coup, comment les gens vont l'activer derrière. Et ce que tu dois mettre sur ce genre de page, c'est pas juste, bah tiens, j'ai fait une feuille blanche et j'ai fait un coloriage bleu dessus, toi. Ça va être, ok, bah en quoi ce coloriage bleu va pouvoir t'apporter de la valeur, tu vois. Et donc là, il faut que tu arrives à identifier un peu le cas d'usage ou de comprendre en quoi c'est intéressant pour les prospects en face et du coup, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Toi, est-ce que c'est un truc pour se comparer, par exemple, et voir si tu es au point sur la performance de ton organisation actuelle? Et du coup, là, tu aurais pu, au niveau du titre, tu vois, avoir un truc, tac, baromètre, tu vois, est live, comparez-vous, tu vois, avec les leaders du marché, un truc comme ça, toi. Enfin, tu vois, tu vas mettre en avant la finalité du contenu et pas juste, bah, j'ai fait un truc, débrouille-toi, tu vois, pour savoir qu'est-ce que tu vas en faire, quoi. Et du coup, tu vois, là, c'est au prospect d'imaginer comment il va pouvoir l'actionner. Et du coup, tu passes à côté de pas mal de gens qui avaient peut-être pas identifié que ça pouvait être un truc intéressant pour eux, quoi. Donc, si tu arrives à mettre ce cas d'usage-là en avant, toi, tu peux créer un lien plus fort là-dessus. Top. Écoute, bah voilà, on a joué le jeu. On a quelques minutes pour ceux qui veulent rester avec nous. Alex, je sais pas toi, c'était un truc prévu. Non, C'était une moi, petite c'est leçon bon. de piano qui va commencer sur ton piano à queue derrière. Ouais, Tu nous feras le c'est pour petit, bientôt, ça. le petit son de fin, peut-être le petit générique de fin Tout à fait. sur cette partie-là. Il y a des demandes dans la salle, hein, très très sérieuses. Je vais regarder côté des questions. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Je crois qu'on est à la limite de la matière pour faire une deuxième, peut-être même juste une deuxième session, juste questions-réponses. Vous envoyez vos questions, on y répond en live. Dites-nous dans les commentaires si c'est un truc qui pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, c'était pas vu avant avec Alexandre, mais je pense que peut-être que j'arriverai à le convaincre de faire un système comme ça. Tiens, tu as une question sur est-ce que tu fais aussi sur le copywriting d'email ou est-ce que c'est pas de ton rayon? Alors, d'email, ouais, alors d'email B2B, je pense que c'est le call d'email, quoi. Et tu veux dire sur le webinaire, quoi, c'est-à-dire refaire un même format Ouais, je crois autour de ça, que quoi. t'as des fans en fait dans la salle qui te veulent te voir sur d'autres sujets, je crois. Ouais, Est-ce bah, que là, tu bah, as j'en ai des trucs à déjà fait, raconter sur l'emailing aussi? Tu le fais, c'est mais je quelque sais chose que tu fais que avec tes clients? avec les clients web, bah, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je fais aussi, ça m'arrive de faire des webinaires là-dessus, quoi. Et toi, je sais qu'aussi, tu aurais pas mal de choses à raconter de ce truc-là. Et donc, ça charcute très sec les emails de prospection si on fait quelque chose là-dessus, quoi. Donc, à la limite, bon, c'est quelque chose qu'on peut envisager si vous voulez qu'on fasse un format similaire sur tout ce qui est copywriting prospection. Alors, une question de Cyril. Quel avis sur l'intégration de CTA vers d'autres pages, produits ou services au sein d'une ELP? Donc là, la question qui est derrière, c'est de dire, OK, on a une ELP, en général, on optimise pour récupérer des contacts, de faire une demande de démo ou vendre le truc directement ou une prise de rendez-vous. Est-ce que ça peut être aussi un truc, est-ce qu'une ELP peut être un peu Mmh. redirectionnelle? Je ne sais pas si le mot Ouais. existe, mais est-ce que ça peut être utilisé comme ça? Ouais, bah, en fait, dès que tu as une boîte qui commence à être mature, parfois tu as plusieurs audiences ou même tu as des produits qui sont des marketplaces, par exemple, où tu peux adresser deux audiences différentes et tu t'adresseras toujours deux audiences différentes, quoi. Donc, à un moment donné, tu vas être obligé euh, d'avoir une page d'accueil, par exemple, qui va splitter le trafic, où très rapidement, tu vas essayer de diriger ton trafic au début sur, OK, bah tiens, si tu es dans telle situation, si tu es audience A, va sur cette page-là et tu auras Mm. le détail de comment ça fonctionne. Et si tu es audience B, tu fais ça, quoi. Et tu peux faire pareil sur les produits, c'est-à-dire si tes produits peuvent adresser plusieurs cas d'usage, bah, la même chose, toi, tu vas mettre en avant un peu Ouais. les différents produits que tu peux avoir, quel est le cas d'usage que ça vient régler, quoi. Et tu vas utiliser en fait la homepage comme étant un hub. Mais tu peux essayer, tu vois, après, au niveau de ton discours, d'avoir un truc où tu vas avoir un discours qui va servir de discours parapluie sur l'ensemble des produits pour qu'on comprenne un peu, tu vois, le positionnement de marque au global, quoi. Et ensuite, derrière, à partir du moment où ils ont compris à qui tu t'adressais et quelle était la philosophie de la marque, là, tu vas pouvoir splitter le trafic pour essayer de les rediriger vers les bonnes pages. Et comme ça te permet d'avoir un discours assez précis, quoi. Top. Autre question d'Isabelle sur le test. Alors, c'était pas une question, je l'ai mis, c'est un commentaire qui est intéressant. Sur les différentes tailles d'écran, là, je les ai montrés sur un ordinateur. Il y a quand même un enjeu mobile sur pas mal de sujets aussi. Dans quel ordre tu traites les choses? Qu'est-ce que ça impacte le format mobile par rapport à une structure là qu'on a vu qui peut être assez riche avec des visuels, des animations, des trucs sur lesquels on peut jouer. T'as un avis sur cette partie-là?
Bah là, pareil, bah, ça va plus au niveau responsive, vous essayez de voir est-ce qu'on retrouve les bons éléments, c'est-à-dire toute l'aéro section, c'est-à-dire tout ce qui va être au-dessus de la ligne de flottaison, est-ce qu'on peut avoir le titre, etc. Enfin, est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires pour rassurer le prospect et le pousser à s'engager, quoi. Donc ça, ce serait le premier point là-dessus. Et après, ça rejoint toute la partie aussi longueur de page qui était une question, je crois, qui va peut-être arriver par la suite, où souvent, oui, tu peux avoir ce blocage de on n'a pas envie de faire long parce que tac, on va perdre des gens, etc. Sauf qu'en fonction des produits qu'on adresse, par exemple, là, je vous ai montré, par exemple, Gemelius. Si Gemelius, on avait fait juste un truc avec uniquement le début de page, bah, les gens seraient arrivés en mode ok, bon, vas-y, on s'en fout, on passe à autre chose. Et en fait, il y a parfois des prospects qui sont peu matures sur les catégories de solutions. Et en fait, eux, il y a besoin d'avoir tout un argumentaire qui va les aider à comprendre qu'en fait, il y a un nouveau truc qui est arrivé sur le marché, que c'est intéressant. Et donc, en fonction du produit, il y a des produits où en fait c'est ultra basique et tu peux te dire bon, il n'y a pas besoin d'en faire une tartine sur ce truc-là. Les gens sont matures en face, c'est un produit très simple, il y a déjà beaucoup d'acquis là-dessus, quoi. Donc là, je peux faire un truc relativement court. Et par contre, quand j'ai quelque chose de plus complexe ou quand j'ai des audiences qui sont moins matures, là, il faut faire quelque chose de plus long. Et l'enjeu, c'est pas forcément de faire un truc court pour faire un truc court, c'est plus de faire un truc qui n'est pas chiant pour que les gens aient envie de rester jusqu'au bout, quoi. C'est comme un bouquin, il y a des bouquins, les trucs Harry Potter ou autres, c'est des trucs des page turners qui composent des milliers de pages, tu vois. Alors que tu pourras dire, vas-y, c'est trop long, personne va lire ce truc-là, on va résumer Harry Potter en une page, quoi, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que certains livres comme ça sont longs et fonctionnent, c'est qu'en fait, ils sont entraînants, tu vois, ils sont engageants, quoi. Et c'est ça qu'on doit retrouver sur une landing page, quoi. C'est avoir un truc où le prospect débarque. Et c'est tellement fluide et tout, tu vois, qu'il va scroller sans avoir le sentiment de faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Et à la fin, il arrive il arrive à la fin de la page et puis il se dit ouais, j'ai fait le truc, j'ai tout lu en fait sans réfléchir à ce que j'étais en train de faire, quoi. Et donc c'est là où tu as vraiment une page efficace parce que il n'y a pas de friction sur la lecture du contenu. Canon, je regarde, on est dans le additional time. On va prendre une dernière question, désolé. Posez-les toutes par contre dans le chat. Pour ceux qui en ont encore, on essaiera d'y répondre en direct ensuite. Est-ce qu'il y a un avis sur, et puis j'agrandirai un peu la question, sur un forme d'inscription de newsletter au bas d'une LP de téléchargement de contenu. Donc là, on est sur j'ai capté quelqu'un, il veut télécharger mon contenu. Est-ce que finalement je fais un peu ceinture bretelle en proposant un deuxième call to action ou est-ce que finalement c'est pas forcément la bonne direction à suivre? Tu as un avis sur un peu la concurrence que pourraient se faire des CTA? Non, bah, de toute façon, si tes CTA sont cohérents, c'est-à-dire toi, consistants, et que c'est tous les mêmes, et que ça ramène tous au même endroit, bah, c'est cohérent, toi, d'en ajouter un sur la fin. Et là, ça permet de creuser un peu là-dessus. Tu peux parfois aussi avoir des landing pages produits où tu te dis, tiens, on fait du contenu, et c'est souvent, là, on l'a pas forcément vu sur les pages qu'on avait, mais très souvent, tu vas avoir des gros blocs avec des articles de blog, des choses comme ça, etc. Je pense que toi, tu connais ça parce que c'est le job d'Invox là-dessus. Ça, ça peut être un problème. Moi, je suis pas hyper fan des articles de blog sur les pages produits. Par contre, proposer un lead magnet, une formation, quelque chose comme ça pour essayer de récupérer les prospects qui sont pas prêts à avancer tout de suite, mais qui ont quand même un intérêt et qui aimeraient bien quand même en savoir plus ou avancer un petit peu sur ce sujet. Là, c'est intéressant de leur proposer un peu ce que je vais appeler un call to action alternative, où en fait, on va lui dire, ok, t'es pas prêt à avancer, ok, fine, c'est pas grave. Pour des gens comme toi, on a ce truc qui va te montrer exactement comment faire X, Y, Z et qui va te permettre, du coup, d'avoir quand même quelques infos là-dessus. Et pour vous, ça, c'est efficace parce que ça va vous permettre en fait de faire rentrer le prospect dans une phase de nurturing et de pouvoir le récupérer plus tard parce que vous allez l'aider à devenir plus mature, vous allez pouvoir lui envoyer plus de contenu. Donc ça, c'est intéressant de le faire sur une landing page produit, de prévoir un petit call to action à la fin. Ça peut être sur un contenu, mais quelque chose qui soit quand même en lien avec la landing page produit et qui puisse intéresser des prospects qui ne sont pas encore prêts à avancer avec vous sur ce sujet, quoi. Enfin, il faut que ça reste cohérent quand même par rapport au thème de la page, quoi. Canon, écoute, ça sera le mot de la fin. Hop là, oui, ça marche. Écoute, Alexandre, j'ai passé un super moment avec toi. J'ai appris plein de trucs. J'ai noté mentalement. Je serais content d'aller voir le replay aussi parce que j'ai modéré un peu les questions en live aussi. Donc, je vais aller regarder ça à tête reposée. Vous pouvez aussi tous le retrouver, le repartager. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Ça fait toujours plaisir pour nous pour récupérer votre sentiment là-dessus. On a un petit peu dépassé, mais il y avait plein de choses à dire. N'hésitez pas à nous retrouver sur LinkedIn. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Alex. Et puis, peut-être à une prochaine à la rentrée. On va concocter un truc là-dessus. Bye bye. À plus.